Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 25 octobre. Elle est opposée à la privatisation des radars embarqués voulue par le gouvernement. L'association 40 millions d'automobilistes a lancé sa première manifestation numérique contre la mesure. Plus d'1 300 000 personnes se sont jointes au mouvement. Nous en parlons sur ce plateau avec le président de l'association et il est yvelinois, et Daniel Quiraud. Elancourt accueillait dimanche dernier son tout premier salon du livre. C'était à la commanderie des Templiers. L'événement a réuni une cinquantaine d'auteurs locaux et nationaux. Organisé par les Amis du passé d'Elancourt, nous étions sur place. Enfin, entretien dans ce journal, Louis Burton est au micro de TV78. Le skipper originaire de Rambouillet sera engagé dans la 13e Transat Jacques Vabre, course de voile transatlantique reliant Le Havre à Salvador de Bahia au Brésil, départ le 5 novembre. On débute ce journal par une visite, celle d'Emmanuel Macron cet après-midi sur le plateau de Saclay. Le président de la République s'est rendu dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, notamment l'école polytechnique ou Centrale Supélec, où il tient en ce moment même un discours. Et déplacement pour mettre en lumière l'importance de la constitution d'un pôle d'excellence autour notamment de l'université Paris-Saclay. Créée en 2014, elle regroupe plusieurs établissements dont l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Objectif, devenir à terme une Silicon Valley à la française, un projet qui a eu depuis du mal à démarrer. Première convention signée hier, l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national des forêts se sont unis officiellement dans la forêt de Rambouillet. Les deux structures souhaitent mener des opérations de reconquête au niveau des territoires pour développer la biodiversité. Les détails avec ce sujet de Patrick Jacques de Dixmude et Mickaël Elmidoro. Préserver et développer la faune et la flore, c'est l'objectif de la convention signée ce mardi 24 octobre dans la forêt de Rambouillet entre l'ONF et l'Agence française pour la biodiversité. Une toute nouvelle structure créée début 2017 et qui compte aujourd'hui près de 1300 agents sur le territoire. Et donc mettre en synergie, puisqu'on reste deux établissements publics indépendants, l'un de l'autre, mais travailler ensemble pour mettre en synergie nos compétences, pour en matière de connaissances, d'aller à la rencontre du public, en matière de formation de nos agents, tirer aussi les enseignements réciproques, à bénéfice réciproque, si je puis dire, de ce que nous faisons les uns et les autres, c'est démultiplier l'action. Si on imagine pouvoir tout faire tout seul, on passe à côté de l'exercice. L'événement a également permis d'exposer un plan d'aménagement d'une parcelle forestière dans le domaine de Rambouillet, un axe de travail présent dans les deux structures. Notamment en Île-de-France, vous savez que l'un des grands problèmes de la biodiversité, c'est les ruptures liées aux infrastructures qui découpe les milieux, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait que la nature régresse, c'est aussi qu'elle soit fractionnée et qu'elle ne permette pas aux animaux, aux espèces de se propager. Selon une étude allemande, près de 80% des insectes ont disparu dans les aires protégées en Europe depuis 30 ans. Avec la signature de cette convention, les deux structures espèrent inverser cette tendance dans les prochaines années sur le territoire français. Un invité m'a rejoint sur ce plateau, Daniel Quiraud, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes yvelinois, mais vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous a invité, le président de l'association 40 millions d'automobilistes qui défend bien sûr les usagers de la route. Alors vous menez en ce moment la première manifestation numérique de France contre la privatisation des radars embarqués, un appel lancé par l'association depuis février dernier. 1 300 000 Français vous ont rejoint dans cette démarche en transmettant des photographies, des messages de soutien. Rappelons le principe, qu'est-ce que vous entendez par manifestation numérique ? Alors, je rappelle déjà que nous sommes le 40 millions d'automobilistes, porte-parole des automobilistes. Nous avons donc comme mission de faire savoir et faire connaître la position de la très grande majorité des automobilistes. Nous n'avons pas vocation à barrer les routes ni à manifester sur les routes, mais la manifestation numérique, justement, est là pour montrer qu'il y a une grande masse d'automobilistes qui rejettent cette mesure. Quand le délégué interministériel à la sécurité routière a proposé cette mesure, ou annoncé qu'il allait étudier cette mesure, on a eu un nombre d'appels considérables. C'était en janvier dernier qu'a été annoncé cette mesure. Parce que pour les automobilistes, quand on parle de privatiser, il y a tout de suite la notion de chiffres et d'argent. Donc déjà, nos radars automatiques flashent et flashent de plus en plus 16% l'année dernière. On a déjà mis une budgétaire de plus 18% cette année. Et là, si on nous annonce encore des voitures non identifiables confiées à des sociétés privées, ça veut dire qu'elles ont une capacité de flasher
2 fois la minute, et on a calculé qu'on pourrait doubler à plus de 2 milliards l'argent perçu. Donc c'est perçu comme effectivement un impôt supplémentaire, une taxe supplémentaire, et non comme un instrument de sécurité routière. Et pourquoi c'était important de faire cette fronde très vite? Je le rappelle, hein, la mesure du gouvernement a été annoncée le 8 janvier dernier par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Le Roux. Ça a été confirmé par le ministre de l'Intérieur actuel, Gérard Collomb. Ça, c'était en septembre. Vous avez lancé, vous, l'appel à manifestation dès le mois de février. Pourquoi c'était important d'aller très vite? Parce qu'il fallait absolument qu'on réponde à toutes les sollicitations que nous avions par nos automobilistes, par les automobilistes, la grande majorité des automobilistes. Donc pourquoi cette manifestation numérique? Parce que finalement, c'est une manifestation qui montre qu'il y a une forte proportion des automobilistes qui rejettent cette mesure, et qu'on va pouvoir, je dirais, faire une manifestation qui ne va pas gêner la circulation, qui ne va pas gêner les usagers, mais démontrer qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui sont contre cette mesure. D'ailleurs, on a fait un sondage Opinionway qui démontre qu'il y a plus de 72%. C'est ça, 72% des Français qui sont opposés qui rejettent cette mesure. Et d'ailleurs, vous avez vu un rapport de la Cour des comptes, puis un rapport du Sénat, qui disent que finalement, aujourd'hui, on collecte toujours plus d'argent par les radars automatiques, mais que le nombre de morts ne baisse pas. Donc ça interroge quand même beaucoup de gens. Mais justement, le nombre de morts, je prends l'exemple des Yvelines, a augmenté depuis cette année. Du 1er janvier au 15 octobre, il y a 23 morts, il y a eu 23 décès sur les routes des Yvelines, contre 18 l'an passé. On ne pourrait pas imaginer que cette mesure soit aussi en faveur de la sécurité routière. Vous ne la voyez pas comme ça? Écoutez, on a cessé d'augmenter le nombre de radars, on n'a jamais cessé d'améliorer leur efficacité, et il faut bien se rendre à l'évidence que finalement, le nombre de morts ne baisse pas. Il y a même, dans certains cas, comme vous le dites, une augmentation. Donc il faudrait se poser les bonnes questions et peut-être prendre d'autres mesures. Vous savez, vous ne pensez pas que ça va inciter les automobilistes à avoir peut-être des comportements moins dangereux? Quand vous flashez, c'est déjà un aveu d'échec. Parce que finalement, quand vous avez un radar non identifié dans la circulation, il ne va pas empêcher les gens de rouler vite. Si vous avez quelqu'un qui est en grand excès de vitesse, il va se faire flasher, on ne va pas l'arrêter. Donc il va continuer, il va pouvoir tuer quelqu'un plus tard. Donc on s'aperçoit que finalement, cette affaire de radar automatique n'est pas efficace. Donc il serait temps peut-être qu'on prenne d'autres mesures. Alors on en a pris beaucoup. Vous savez qu'en 2016, on a pris 81 mesures de sécurité routière, 81 en une année. Je vous mets au défi de m'en citer 5. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent même pas quelles mesures on a pris. Par contre, on se rappelle tous du radar, on pense tous au radar, parce que plus ou moins, on s'est tous fait prendre à un moment ou à un autre. Ça marque les esprits. Malheureusement, ça ne diminue pas le nombre de morts. Et là, ça va augmenter l'argent perçu, mais ça ne va pas diminuer non plus le nombre de morts. Là, on imagine privatisation des radars dans des voitures embarquées, c'est-à-dire des salariés qui vont être payés 8 heures par jour pour flasher les automobilistes. On se dit aussi, une manne financière pour le gouvernement de plus. C'est ce que vous dénoncez aussi? Oui, absolument. Manne financière. C'est dénoncé d'ailleurs par la Cour des comptes et par le Sénat, je me répète. Mais surtout, l'efficacité, on peut la mettre en doute, parce qu'on voit bien qu'on a multiplié le nombre de radars, qu'on n'a toujours pas les résultats. Donc, le flash est un aveu d'échec. Si ça servait à faire ralentir les gens, mais non, puisque là, la voiture est non identifiée. Donc maintenant, aujourd'hui, vous avez des radars. En plus, ceux qui existent, vous avez quand même ce panneau qui vous incite à ralentir dans les endroits dangereux. Mais là, il n'y aura même pas d'identification possible de la voiture. Donc ça ne vous incite pas à ralentir. Finalement, vous serez flashé. Les gens en grande excès de vitesse ne seront pas arrêtés. Donc l'effet ne sera pas là. Mais par contre, l'effet financier sera là, lui. Alors vous l'avez dit, vous êtes la voix, le porte-parole des automobilistes. Quels sont aujourd'hui vos moyens d'action pour essayer de faire reculer le gouvernement sur cette mesure? Nous sommes très très présents dans les médias. Nous avons pu acquérir au fil des années cette sollicitation médiatique, puisque nous sommes l'association aujourd'hui qui représentant la grande masse des automobilistes. À chaque fois qu'il y a une mesure qui touche l'automobiliste ou l'automobile, nous sommes interrogés. Nous avons aussi une action au jour le jour auprès des élus pour faire connaître les positions. Nous sommes au Conseil national de la sécurité routière. Nous venons de sortir le livre blanc de la sécurité routière où on propose un certain nombre de mesures intelligentes qu'on a envoyées au ministre de l'Intérieur qui a accusé réception, qu'on a envoyé au président de la République qui a accusé réception. On peut penser qu'au CISR, Conseil interministériel à la sécurité routière de novembre, peut-être qu'on pourra prendre un certain nombre de mesures que nous avons proposées. Dernière chose, la suite de cette manifestation, il faut qu'encore plus de personnes vous rejoignent dans Oui, cette manifestation. Il y a un numéro de téléphone qui est indiqué sur notre site. En tout cas, vous avez le site internet et tout le monde doit téléphoner, envoyer sa photo. Qui s'affiche actuellement. Voilà, faites entendre votre voix. Nous faisons entendre votre voix, mais faites-le nous entendre chez nous.
Merci Daniel Quérault d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président de 40 millions d'automobilistes et vous pouvez retrouver, je l'ai dit, toutes les actions, tous les combats de l'association sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est une première dans l'histoire de la ville. Elancourt accueillait son tout premier salon du livre. C'était dimanche dernier, un événement organisé par l'association des Amis du passé d'Elancourt. C'était à la commanderie des Templiers, un lieu magique pour accueillir des auteurs passionnés venant des environs mais aussi de toute la France. Léa Rège et Nicolas Dandry. Réunir littérature et patrimoine le temps d'une journée, les Amis du passé d'Elancourt l'ont fait. Dimanche 22 octobre, la commanderie des Templiers de la Ville-Dieu a accueilli le premier salon du livre d'Elancourt. Pour moi, le livre, c'est quelque chose de sacré. Ils étaient une cinquantaine d'exposants dans ce haut lieu du patrimoine local. L'occasion pour les auteurs de partager leurs histoires et leurs passions, comme Prisca, ancienne Claudette auprès de Claude François dans les années 70. Je suis là pour partager avec qui veut bien la lire mon histoire avec Claude. J'ai eu la chance de travailler avec mon idole pendant 5 ans. Les 5 dernières années, on dit toujours que le bonheur, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Eh bien, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Monique, de son côté, a réalisé un long travail de recherche auprès des archives de Coignières avant de publier ses ouvrages qui retracent l'histoire de la ville. Ces 2 livres, je les ai écrits avec bonheur. Mais je pense que il faut le faire connaître. Sur Coignières, tout le monde le connaît. Maintenant, il faut le faire connaître un peu ailleurs. Et j'ai demandé 20 livres de chaque tome et tous mes droits d'auteur, je les ai abandonnés à la mairie. Bande dessinée, biographie, bouquins géopolitiques et historiques, le choix était large pour le plus grand plaisir des visiteurs. Je trouve ça génial. Je dirais que faudrait que ça se renouvelle un peu plus souvent. Pour plein de raisons. Je pense que les gens ne lisent pas assez. On est tous sur nos ordinateurs, nos enfants, nos petits-enfants. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être ramené au devant de la scène. En 2016, 53% des Français ont acheté au moins un livre, un chiffre stable depuis 2 années consécutives. Toujours à la commanderie des Templiers d'Elancourt, la semaine dernière, une soirée s'y déroulait à l'initiative de l'association L'Arche des Arts. Elle veut mettre en relation des entreprises, potentiels mécènes ou parrains avec des artistes. Une centaine de personnes étaient présentes pour l'occasion. Rapprocher le monde économique à celui de la culture, essentiel pour le président de l'association reconnue d'intérêt général. Propos recueillis par Mélanie Poquet. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on appelle le mécénat est dans les mains des collectivités locales, de l'État ou des très grandes entreprises. Et nous avons pensé, dans l'Arche des Arts, avec nos partenaires, qu'il était utile, sinon indispensable, de sensibiliser les petites et moyennes entreprises à financer le monde de l'art et de la culture. Vous venez d'écouter la réaction de Jean-Luc Madec, président délégué de l'association L'Arche des Arts. Vous connaissez sans doute Yakari et Buddy Langouet, 2 personnages créés par le dessinateur de bande dessinée Derib. Il expose actuellement une rétrospective à l'Hôtel de Ville de Versailles, 50 ans de création et de voyage dans l'époque du western. L'artiste suisse qui était en dédicace ce week-end, Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Yakari a 48 ans et toujours son visage d'enfant. Au bout du crayon dérive son créateur. Le dessinateur suisse était présent ce week-end pour une séance de dédicace. J'aime bien les petits Indiens. J'aime bien les illustrations. C'est un livre avec lequel nous on a appris, on a découvert la BD et mes enfants aussi ont découvert la BD et appris à lire avec Yakari. Et voilà, c'est une BD plutôt sympa avec des animaux, bon enfant. Ça m'a surpris qu'il en a écrit autant. 50 ans de dessin, une rétrospective de carrière exposée à l'Hôtel de Ville de Versailles. Yakari est né entre 2 schtroumpfs. J'étais chez Peyo quand j'avais 20 ans et j'avais du temps parce que Peyo était déjà un homme d'affaires avisé et le matin j'étais assez libre de faire ce que je voulais. C'était surtout l'après-midi et la nuit qu'on travaillait sur le Schtroumpfissime. Je cherchais des personnages et comme il n'y avait pas de petit Indien ni dans Tintin ni dans Spirou, je me suis dit ce serait sympa de faire une histoire avec un petit Indien. Mais Derib n'est pas seulement l'auteur des aventures du petit Indien. Le Far West et son amour des chevaux guident ses coups de crayon.
Ce qui me fascine, c'est les Indiens, plus que le western lui-même. La vie des Indiens, leur spiritualité, leur perception de la nature et des animaux m'a toujours fasciné. Et j'ai passé beaucoup de temps à expliquer, à valoriser ça à travers la bande dessinée. J'ai rencontré des Indiens qui m'ont dit que c'était très proche de ce qu'ils vivaient. Un 40e album des aventures du Petit Indien est en préparation. Les secrets de son poney Petit Tonnerre continueront à être dévoilés. À ton tour, Petit Tonnerre! Allez, on prend le large dans ce 7-8 journal. Le rambolitain Louis Burton participe à la 13e Transat Jacques Vabre. Départ le 5 novembre prochain depuis le port du Havre, direction Salvador de Bahia au Brésil. Une aventure transatlantique qu'il partagera en duo sur son IMOCA Bureau Vallée avec sa femme, Servane Escoffier. Il vise une place sur le podium. Rencontre avec Michael Elmidoro. Je suis avec Louis Burton, le rambolitain. Alors Louis, vous allez prendre le départ de la Transat Jacques Vabre dans quelques jours. Comment vous sentez-vous, tout simplement ? Plutôt stressé là pour le moment. C'est vrai qu'on est à quelques jours d'une grosse échéance pour nous. C'est la Jacques Vabre qui a lieu tous les 2 ans, qui est une course importante. C'est la plus longue des transats. On part du Havre et on va au Brésil et on a un nouveau bateau cette année, un Bureau Vallée 2, qui est une machine qui est hors norme, qui vient de gagner le Vendée Globe. Donc un peu d'appréhension de savoir comment ça va se passer, évidemment. Justement, comment il est ce bateau ? Alors, vous avez pu le tester ? On l'a testé, évidemment. On s'est entraîné avec depuis le mois d'avril. Donc il fait les mêmes dimensions que le premier, puisque c'est un classe IMOCA, mais il fait 2 tonnes de moins. Pour les mêmes dimensions. Il a des foils, donc c'est comme des ailes d'avion mais qui sont sous l'eau, qui soulagent le bateau et qui le font accélérer. Il a un mât rotatif. Il n'est pas du tout équipé de la même manière. Donc voilà, on rentre dans une nouvelle ère du projet et évidemment ça demande pas mal de temps et de concentration. Il va plus vite, si je comprends bien. Ah, il va beaucoup plus vite, ouais. Il est arrivé 15 jours avant moi au Vendée Globe par exemple, sur 90 jours. C'est un bateau qui va très vite avec beaucoup moins de vent, qui va plus vite en vitesse moyenne du fait qu'il sorte de l'eau et qu'il vole en quelque sorte. Et voilà, c'est par ailleurs beaucoup plus physique puisque c'est un bateau qui monte sur ces fameux foils mais qui a quand même une quille, donc qui redescend régulièrement dans les vagues. Donc ça tape beaucoup plus, c'est plus éprouvant nerveusement, ça fait plus de bruit. Voilà, bon, l'avantage c'est que ça va beaucoup plus vite. Et vous allez réaliser ce parcours en duo avec votre femme, Servane. Pourquoi avoir choisi Servane pour partir sur cette Transat Jacques Vabre ? Alors il y a une raison il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est historique. Servane est une des championnes françaises les plus titrées en course au large. Quand je l'ai rencontrée en 2010, je lui avais proposé de faire la Jacques Vabre en 2011. Et l'idée était de bénéficier de son expérience et puis de sa vision féminine de la course et de l'utilisation de ses machines. Voilà, ça ne s'est pas fait en 2011, ni en 2013, ni en 2015. Il a fallu quelques années pour que ça se mette en place. Voilà, il fallait quelques années. Et puis là, en fait, partir avec elle sur ce nouveau bateau m'a semblé très intéressant puisqu'on découvre le support ensemble. C'est un bateau qui est très fragile, qui a une zone rouge plus grande et plus proche que l'ancien. Et donc avoir une présence féminine à bord, ça va permettre d'avoir 2 philosophies et 2 façons de naviguer différentes. Elle va probablement être un peu plus dans l'anticipation et dans la prudence. Et donc peut-être moi m'équilibrer dans mon côté fougueux et mon envie d'être devant avec ce bateau-là. Donc je le rappelle, Servane, c'est votre femme. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le bateau ? Ça va être plus compliqué, plus facile peut-être ? Alors il y a évidemment des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. On est un couple à terre, mais c'est vrai que quand on va là partir en mer, ce sont des courses qui sont quand même extrêmement dures. Donc il ne faut pas faire de sensibilité trop poussée. Faut vraiment se dire qu'on est un équipage, donc c'est le deal qu'on a fait. Et puis ensuite le côté sympa, c'est que comme on se connaît très bien, on va être plus libre de s'exprimer sur notre façon de voir les choses, nos façons de voir la course, les options, la stratégie, la météo. On n'a pas ce frein qu'on peut avoir quand on part avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. C'est un avantage, selon vous ? C'est un avantage, c'est une certitude, sinon je le ferai pas. Et ça devrait nous permettre, j'espère,
de faire les bons choix et peut-être de prendre des meilleures décisions que les autres au moments cruciaux, quoi. Vous avez participé au Vendée Globe, à la dernière édition du Vendée Globe. Là, vous participez à la Transat Jacques Vabre. Quelle est la différence? Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire, un tour du monde. Là, c'est beaucoup plus rapide. Alors, la première grosse différence, c'est que le Vendée Globe se court en solitaire. Là, ça se court à deux, donc c'est quand même pas du tout la même approche. La deuxième grosse différence, c'est que le Vendée, c'est le tour de la planète. Ça dure presque 3 mois. Là, c'est une course avec ces bateaux-là qui va durer une quinzaine de jours. Donc, on est plutôt dans un format de sprint. En plus, comme on est à deux, tout le monde est à deux sur cette Jacques Vabre. Les bateaux sont menés à 100% de leur potentiel. Il n'y a pas les temps morts qu'on peut avoir ou les phases un petit peu plus creuses qu'on peut avoir quand on est en solitaire. C'est un sprint finalement. Donc c'est ça, on baisse la tête, on met la tête dans le guidon et puis on pédale fort pendant 15 jours. Au niveau de vos objectifs, quels sont vos objectifs? Le podium, si je comprends bien? On rêve de ça. C'est vrai que sur les 3 dernières Jacques Vabre auxquelles j'ai participé avec Bureau Vallée, ma meilleure place ça a été 5e. Donc il faut absolument, là on a un bateau génial qui vient de gagner le Vendée, qui est un bateau de toute dernière génération, il faut absolument qu'on fasse mieux que 5e, c'est sûr. Et puis le podium, je pense que c'est à notre portée, même si c'est vrai qu'il y a une concurrence vraiment élevée sur cette Jacques Vabre avec des très bons bateaux, mais aussi des gars qui naviguent avec leur bateau, qui ont fait le Vendée Globe, qui naviguent depuis longtemps avec leur bateau. Donc il va falloir s'accrocher et envoyer du lourd. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Louis Burton? À vous et à votre coéquipière Servan. De boire des caipirinhas à Salvador de Bahia en fêtant un podium. On vous le souhaite en tout cas. Merci Louis Burton. Merci beaucoup. Entretien de Mickaël Elmidoro. Ce sont les vacances en ce moment pour de petits chanceux. Une nouvelle occasion pour les enfants de prendre un peu l'air. Toute l'année scolaire, l'association Ville Verte fait découvrir la nature aux plus jeunes. L'été dernier, par exemple, une journée au centre d'initiation à la nature à la Selle-les-Bordes était au programme. Mathilde Demilly était sur place. En fait, là, c'est parce que c'était une taupinière. Mais la taupinière, Taupes, cerfs ou encore sangliers sont observés ici dans la forêt des Aubénières. Sur la trace des animaux, les enfants découvrent la faune et la flore sauvage au centre d'initiation de nature. En venant ici, au centre d'initiation de nature, les enfants sont plongés complètement dans un environnement différent. Donc, ils sont plus à l'école, ils sont plus à la maison, ils sont plus en ville et ils se fondent un petit peu dans la nature. Donc, le but, c'est de leur apprendre petit à petit à s'imprégner de cette nature, à découvrir un petit peu tout ce qu'elle a à leur offrir et tous ses petits secrets. Donc ça permet de les replonger un petit peu dans cet environnement, cette nature. De quoi en mettre plein les yeux aux enfants qui s'aventurent dans la forêt et qui découvrent des animaux surprenants. J'ai porté un crapaud sur mes mains. On a fait une promenade en forêt. Et vous avez vu quoi? On a vu des pas de sanglier, de cerf. On a vu aussi un trou de taupe. Une activité ludique qui éveille les sens chez ces petits aventuriers en herbe qui finissent la journée en recyclant du papier. En première partie, on est parti à la découverte de la faune sauvage, donc des empreintes, des plumes, tout ce qui peut nous laisser penser qu'il y a des animaux dans la forêt qui sont passés par là. Donc les enfants ont réussi à trouver des empreintes de cerf, empreintes de sanglier. On est tombé sur des plumes, on a trouvé des petits animaux par-ci par-là. Voilà, on a trouvé pas mal de petites choses. Et en deuxième partie d'après-midi, les enfants font du papier recyclé. C'est-à-dire qu'à base d'anciens papiers de bureau, ils recréent eux-mêmes leurs feuilles de papier qu'ils peuvent ramener ensuite au centre, à la maison, à l'école, etc. Un séjour nature qui s'effectue tout au long de l'année dans le gîte d'étape pour petits et grands. Les vacances sont aussi l'occasion de se ressourcer et pourquoi pas le faire au travers d'une balade dans le parc des Côtes Montbron. Cet espace naturel sensible de 25 hectares est situé à Jouy-en-Josas. Petite pause nature proposée par Maxime Lemaine pour le conseil départemental des Yvelines. Un trésor naturel au cœur d'un vallon caché. Le parc des Côtes Montbron à Jouy-en-Josas est le lieu idéal pour s'extraire du tumulte du quotidien.
Autrefois propriété de la famille Mallet, descendante d'Oberkampf, il est acquis en 2009 par le conseil départemental des Yvelines pour en faire un espace naturel sensible. 25 hectares enchanteurs, composés d'un ru et de 3 étangs, bordés de forêts et de prairies, propices à une courte balade relaxante, au cours de laquelle le promeneur découvrira la richesse écologique du site. Avant de refermer ce journal, ils étaient nos invités ce lundi. Antonia et Richard Hildevert se sont qualifiés hier pour la finale régionale de l'émission concours de M6, la meilleure boulangerie de France. Leur établissement de pâte à pain, situé à Jouarre-Pontchartrain, sera en lice vendredi prochain pour cette finale. Ils doivent leur qualification notamment grâce à une note maximale de 10 sur 10 obtenue en création, une première en 5 saisons d'émission. On suivra bien sûr la suite de leurs aventures. C'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à revoir en replay sur notre site internet et notre application mobile tablette TV 78. Très bonne soirée à tous.